Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue. Voici les titres. Sans doute, la Guinée aura en septembre prochain son école nationale d'administration. C'est l'engagement fait au ministre de la fonction publique. Il s'est rendu sur le site. Le taux d'exécution global est rassurant. Mise en place du bureau régional du Fonio en Afrique de l'Ouest, il s'agit de rendre la filière plus profitable à la Guinée, considérée comme premier pays producteur mondial. Un accompagnement est sollicité pour toute la chaîne de valeur. Immersion dans un camp témoin dans la région de Thiès, le modèle sénégalais inspire la Guinée à travers la directrice du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes. Une belle expérience profitable dans les prochains jours aux femmes rurales du pays. C'est tout pour le sommaire. À présent, lecture de ce communiqué de la présidence de la République. Retour du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, regagnera Conakry ce jeudi 8 mai 2025. Les personnalités suivantes sont conviées au cérémonial d'accueil prévu à 11h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur des cabinets de la présidence, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut-commandant de la gendarmerie nationale, messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air, de mer, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, ainsi que les conservateurs de la nature, madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 7 mai 2025, pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Consolidation de la paix dans les quartiers ciblés de l'axe Amdalaï-Kagbelin. La participation des jeunes est non négociable. Un projet de promotion de la couche juvénile est officiellement lancé ce mercredi par le chef du gouvernement. La maison des jeunes de Ratoma a servi de cadre. La finalité est de les épargner de l'instrumentalisation politique. Ali Kamara. Pour relever les défis de développement en lien avec les priorités nationales, le gouvernement guinéen s'appuie sur la consolidation de la paix dans le pays. Ce matin, le premier ministre du gouvernement est venu à Ratoma procéder au lancement du projet de promotion de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans les quartiers de l'axe Amdalaï-Kagbelin. C'est une démarche qui donne corps à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, en matière de préservation de la paix en Guinée. Nous voulons que ce projet soit une réponse directe et adaptée aux défis auxquels nous sommes confrontés, notamment les conflits politiques, les inégalités des arts, le chômage des jeunes et la marginalisation. Nous pensons fermement que la paix ne se construit pas du jour au lendemain et qu'elle ne pourra être consolidée sans l'engagement de chacun d'entre nous. Mais surtout, elle ne sera durable que si les jeunes et les femmes sont à l'avant-garde de ce projet. La cérémonie qui nous réunit ce jour est consacrée au lancement officiel du projet promotion de la participation des jeunes, hommes et femmes, à la consolidation de la paix dans les quartiers cibles de l'axe Amdalaï-Kagbelin. Même famille, c'est valable pour tous les citoyens des communes de Ratoma. Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix s'emploie à travers des moyens financiers à renforcer la gouvernance et rendre les institutions efficaces et efficientes. L'atteinte de cet objectif ultime n'est pas seulement souhaitable, il est nécessaire. Pourquoi ici? Pourquoi vous? C'est simple, parce
que l'axe Hamdallah-Kagbelen n'est pas seulement une zone de tension, c'est une zone d'espoir. Un territoire de jeunes capables de prendre leur destin en main pour transformer les frustrations en solutions, les divisions en dialogue, la colère en action constructive. Au-delà de la Guinée, vous, la jeunesse, constituez la majorité de la population. Aucune paix durable ne saurait être envisagée sans votre pleine participation. Ce projet s'appuie sur une approche profondément participative, mettant la jeunesse guinéenne au cœur du processus. Plus de 450 jeunes, dont 270 jeunes filles, ont été directement impliqués dans sa conception. Il ne s'agit donc pas simplement d'un projet destiné aux jeunes, mais d'une initiative véritablement passionnée par eux ou pour eux. D'une durée de 3 ans, 2025-2027, et doté de budget de 2,5 millions de dollars, ce projet cible spécifiquement 10 000 jeunes âgés de 15 à 35 ans, vivant le long de cet axe. Afin de concrétiser cette ambition, il s'articule autour de plusieurs leviers essentiels. Le renforcement de l'autonomie des jeunes à travers la formation professionnelle, l'accompagnement à l'entrepreneuriat et l'accès à des revenus décents. La création d'espaces de dialogue sécurisés réunissant les jeunes, les autorités locales et les forces de défense et de sécurité. Le soutien aux mécanismes locaux de sécurité participative en misant sur une approche inclusive et communautaire de prévention de la délinquance. Et surtout, la reconnaissance et la valorisation du rôle des jeunes femmes, longtemps écartées des sphères décisionnelles grâce à un accompagnement spécifique favorisant leur leadership et leur autonomisation économique. Le Premier ministre rappelle avec force son profond attachement aux vertus qui font la noblesse et la grandeur de notre pays, avec en ligne de mire la consolidation de la paix. Le lancement du processus de mise en œuvre de la politique de consolidation de la paix en faveur des jeunes et des femmes de l'axe Hamdallah-Kagbelen pour le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et pour moi-même, constitue le départ pour un autre devenir que nous devons construire ensemble. Les jeunes de l'Axe, c'est une page qui s'ouvre. À vous de saisir cette opportunité nouvelle, de vous construire, de vous reconstruire dans un environnement de paix et de cohésion, d'espoir et également de progrès. C'est vrai, on ne peut pas lancer ce processus aujourd'hui sans penser à tous ceux et à toutes celles qui ont laissé leur vie. Je disais, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. À nous tous de l'écrire sans beaucoup de tâches. Les taches noires, c'est tout à fait normal parce qu'une page blanche, il faut griffonner, faire des va-et-vient jusqu'à trouver les meilleures attitudes et les meilleures voies. Mais des taches noires, pas des taches rouges. Et à ce sujet, les responsables de l'Axe, les collectivités locales, les forces de défense et de sécurité, vous avez une lourde responsabilité. La responsabilité de montrer que la Guinée, toute la Guinée, sur l'ensemble du territoire national, peut vivre ces contradictions dans la paix, dans la convivialité, dans la fraternité. C'est en cela que ce que nous faisons aujourd'hui est un symbole, pas simplement pour Hamdallah-Kagbelen. C'est un symbole pour toute la Guinée. C'est un symbole pour tous les jeunes. À nous de le construire. À nous de donner cet espoir, de le consolider, de le faire fleurir. Je disais il y a quelques années, bientôt 10 ans, l'axe Hamdallah-Kagbelen sera les Champs-Élysées futurs de la capitale. C'est en train de se faire. Avant de quitter la zone,
Amadou Ouriba et sa suite ont visité le terrain de football en construction dédié aux jeunes. Désormais, c'est un secret de Polichinelle, l'école nationale d'administration publique en Guinée. Elle est annoncée pour septembre. C'est la promesse faite au ministre de la fonction publique. Mais ce n'est pas suffisant aux yeux de Faya François Bruno. Il constate de visu les travaux sur le site à Sangareya, dans Kenende, préfecture de Dubrika. Le taux d'exécution est estimé à 40%. On voit tout cela avec Mamadi Ternakamisoko. Au pied du mont Kakulima, à Sangareya, dans Kenende, se dressent fièrement les bâtiments de la future École nationale d'administration de Guinée. Sur ce site de 6 hectares, le chantier a été éclaté en 5 lots, permettant ainsi d'accélérer la cadence des travaux. Plus de 3 mois après le lancement, le taux d'exécution global des lots est à 40%. Le site compose de façon générale 5 blocs. Nous avons le bloc 1 qui est en charge du bâtiment administratif. Ce bâtiment, c'est à partir de là où on va tenir l'administration de tout le site. Après, il y a le bloc de formation qui est derrière moi. Après, le logement des experts et des cadres. Et ce site aujourd'hui, franchement, est un pôle d'attraction pour tout le monde. Pour s'assurer de la qualité des travaux et du respect du délai de livraison prévu en septembre prochain, le ministre du Travail et de la fonction publique est sur le terrain en compagnie de son secrétaire général, des partenaires canadiens et des cadres de l'INFP. Dans la vision Simandou 2040, le programme Simandou Academy qui prend en compte toutes les perspectives de formation d'excellence, des formations sur des métiers adaptés à la demande de l'évolution de notre économie et de notre société. Et donc, dans ce programme, l'École nationale d'administration publique fait partie des grands centres qui vont former les talents. Et cette école a la spécialité et la spécificité de former en premier lieu les fonctionnaires, les agents de l'action publique. Ça prend en compte toute la perspective également de formation continue et de qualification professionnelle pour qualifier le service public dans notre pays. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que les travaux évoluent. C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui en a fait une priorité. Pendant cette visite, les partenaires sont visiblement satisfaits et affichent optimisme quant à leur collaboration avec le ministère du Travail et de la fonction publique. Le chantier est très, très impressionnant de par des infrastructures à venir. Le chantier avance très, très rapidement et nous envisageons avec de façon très, très positive un partenariat au niveau des formations diplômantes et certifiantes. Programme que nous faisons, nous, depuis plusieurs décennies déjà. Donc, c'est avec enthousiasme que nous envisageons ce partenariat avec le gouvernement guinéen. Voilà. Le bloc administratif de cette école d'élite va disposer de 40 salles avec toutes les commodités. Entièrement financée par le budget national, la création de l'École nationale d'administration ENA de Guinée découle de la volonté du gouvernement guinéen de doter le pays des ressources humaines qualifiées et performantes. Adalaba, c'est parti pour le concours commun des instituts nationaux polytechniques. Les épreuves sont lancées. C'est le chef du département de l'enseignement technique qui donne le coup d'envoi. La supervision est assurée par l'Institut français. Diarra Diallo. À Dalaba, 39 étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE ont participé au concours commun des instituts nationaux polytechniques INP. Ce concours, organisé simultanément dans plusieurs centres à l'international, offre aux candidats la possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs de renommée mondiale. C'est un concours du réseau des écoles d'ingénieurs polytechniques en France, un réseau qui constitue à peu près plus d'une centaine d'écoles d'ingénieurs, un peu partout en France. Et toutes les filières, que ce soit mécanique, aéronautique, informatique, télécom. Il faut que nos jeunes Guinéens puissent occuper les postes qui seront créés par le développement socio-économique de notre pays. Et pour ça, il faut qu'ils soient préparés à accéder à de grandes écoles, à de meilleures formations. Et surtout pour pouvoir aussi permettre à nos écoles d'ingénieurs ici au niveau local de monter en puissance. La création des CPGE s'inscrit dans la volonté des autorités guinéennes de promouvoir l'excellence académique et de faire émerger des talents qui bâtiront la Guinée de demain. Depuis la première année déjà, on préparait le concours là.
Au fur du temps, on essayait de traiter quelques sujets, des anciens sujets de l'épreuve CNP et de la banque E3A. En fonction de cela, on a pu préparer le concours là. Depuis notre arrivée, en fait, c'est qu'on a, après 3 semaines de cours, déjà des cours en maths, physique et autres, vous faites passer en DS et on exige de vous que vous soyez déjà prêt pour le concours, alors que vous devez vous préparer déjà 2 années pour ça. Une délégation de l'ambassade de France en Guinée était présente pour le lancement de ce concours. Le groupe INP, qui rassemble plus de 20 000 étudiants et 99 laboratoires, constitue aujourd'hui le premier réseau public d'écoles d'ingénieurs en France. Avec 600 000 tonnes de production annuelle, la Guinée est en pole position dans la culture du fonio. Une seule question maintenant, quelle retombée pour le pays? Une approche de solution est activée, la création du réseau régional du fonio en Afrique de l'Ouest. Avec cette plateforme, l'espoir semble permis pour la Guinée. Un accompagnement est sollicité pour toute la chaîne de valeur. Fodi Camara, spécialiste maison. Premier pays producteur du fonio dans le monde, la République de Guinée vient d'abriter les travaux pour la mise en place du réseau régional du fonio en Afrique de l'Ouest. Une série d'activités entamées l'année dernière pour poser les jalons de la professionnalisation des acteurs de cette filière porteuse de croissance. Durant le mois de novembre 2024, il y a eu un forum international organisé. Au cours de ce forum, plusieurs recommandations ont été faites. Parmi ces recommandations, il y avait par exemple la mise en place d'un réseau régional. L'objectif est de mettre un réseau en place pour faciliter les échanges entre les Guinéens et les autres partenaires qui sont à l'international. On a environ une trentaine de participants qui sont venus de plus de 10 pays à travers le monde. Il y en a non seulement des gens qui sont de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Europe et des États-Unis. Donc c'est assez important et ça montre à quel point il est essentiel aujourd'hui de s'asseoir autour de la table pour voir comment est-ce qu'on peut mieux structurer ce réseau. Après les 72 heures du fonio à Mamou, cette session 48 heures de Conakry a mobilisé les experts en développement rural et autres acteurs majeurs venus d'une dizaine de pays. La Guinée est le premier producteur mondial avec 600 000 tonnes. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de promouvoir le fonio pour être une future vraiment stratégique, non pas seulement en Guinée, mais même sur le plan international. Que la Guinée arrive à se positionner, à dépasser le cap de producteur mondial pour devenir également un exportateur mondial. Et cela nécessite vraiment de la promotion, des actes de promotion de cette culture sur la sphère internationale, de labellisation, de certification. Le fonio, c'est une céréale qui peut valoriser la Guinée. Pourquoi ne pas le mettre un jour dans l'avenir dans une indication géographique où on peut lier un peu le fonio au terroir. On peut choisir, ça peut être le Fouta, ça peut être la Haute-Guinée parce que c'est les plus grands bassins de production. Notre objectif est de pouvoir garder le lead en Afrique. C'est le lead squad, c'est-à-dire avoir, si possible, déjà le bureau régional du fonio en Guinée et aussi avoir la présidence pour les prochains jours. Au terme de ces 2 jours de travaux pour la mise en place des réseaux régionaux, un comité de gestion de 7 membres a été installé. Des organes de gouvernance et un plan d'action ont été aussi mis en place. Mobilisation des ressources internes, un défi constant à relever. Le débat s'installe à l'Institut supérieur de technologie de Mamou. À l'origine de la rencontre, les femmes volontaires pour le développement durable. Mamadou Patebalde. D'entrée de jeu, le conférencier a mis l'accent sur le civisme fiscal. Pour lui, ces leviers constituent les bases de développement d'un pays, car sans ressources financières, l'État et les collectivités locales seront dans l'impossibilité de jouer leur rôle régalien dans la satisfaction des besoins des populations en fourniture de biens et services. Ce thème a été choisi parce que nous avons compris ici qu'en cette période de difficultés liées à la mobilisation des ressources financières au niveau de l'État, il est tout à fait normal que nous puissions vraiment pousser à la population vers le civisme fiscal. Le fait que la population puisse vraiment s'acquitter de façon volontaire, de façon spontanée de ses obligations fiscales. Alors ces jeunes qui sont aujourd'hui des étudiants, demain vont être des entrepreneurs dans leur vie active. Il faudrait qu'à partir de maintenant, là, qu'on essaie vraiment de cultiver en eux, disons, la culture du civisme fiscal.
Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de cultiver le civisme fiscal au niveau des contribuables redevables à travers l'organisation des campagnes de sensibilisation et d'information à l'endroit de l'ensemble des citoyens. J'en ai beaucoup appris, notamment que même les étudiants payent vraiment les taxes sans pour autant le savoir, et également que nous devons être de porte-parole au sein de nos communautés, surtout des vendeurs, des personnes qui ont des boutiques, des magasins, vraiment pour leur conseiller vraiment de payer l'impôt et les taxes. Que les étudiants aient amélioré leurs connaissances en matière de civisme fiscal et de transparence budgétaire, qu'ils aient cerné l'importance de la mobilisation des ressources internes par l'État et les collectivités locales, qu'ils aient appréhendé les défis de la collecte des impôts et la transparence dans leur gestion. Après cette conférence débat, le consortium AFVDD Aide, Action et RE contractualise avec les médias pour être plus près des populations. Dans les universités toujours, vulgarisation d'un programme sur le civisme fiscal. Cette fois-ci, à l'université Kofi Annan, la transparence budgétaire en plus a fait l'objet de débats. Karim Kamara. L'amélioration de la gestion des finances publiques reste une priorité de l'État. Un des piliers de ce combat est l'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle. On appelle cela civisme fiscal, dont la mise en œuvre est assurée par un consortium d'ONG, dont Action Éducation. Le programme Amérique a 4 composantes. La première composante, c'est la composante fiscalité locale, fiscalité qui concerne les impôts. D'accord. Et la deuxième composante, c'est fiscalité locale qui concerne les collectivités locales. La troisième composante, la composante douane. Et la quatrième composante, ça concerne les corps de contrôle et les organisations de la société civile. Ici, à l'université Kofi Annan, les étudiants sont édifiés sur le civisme fiscal, un programme cofinancé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. L'enjeu aujourd'hui est de sensibiliser les étudiants au civisme fiscal, à la transparence budgétaire, pour qu'ils en tirent les leçons et comprennent en quoi le civisme fiscal permet le bon fonctionnement de la société par le financement des secteurs sociaux cruciaux de base comme la santé, l'éducation. C'est un peu de démocratiser les notions de civisme fiscal et de transparence pour que ça sorte un peu du milieu d'experts, pour que le citoyen aussi puisse savoir quand on dit civisme fiscal, qu'est-ce que c'est, quel est le rôle qu'il doit jouer. Ce renforcement de l'engagement citoyen pour le civisme fiscal et l'amélioration de la transparence budgétaire vise à renforcer la transparence du processus budgétaire de l'État et des collectivités. Les étudiants doivent comprendre que l'action collective est très très importante, que l'action des impôts, ça sert à utiliser les ressources de l'État à bon escient, et l'action de la DGI, elle est effectivement non seulement de mobiliser des ressources, d'encaisser de l'argent, mais aussi de développer une offre de service. Parce qu'on ne fait pas bien adhérer le citoyen à l'impôt si on n'a pas cette offre de service. Action Éducation s'attachera les services d'experts en la matière pour tenir des conférences-débats dans 10 universités guinéennes avec pour thème central civisme fiscal, principaux leviers pour renforcer la mobilisation des ressources internes en Guinée. Et puis, cette priorité gouvernementale, sensibilisation sur le recensement biométrique. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat débarque à Fourekaria. Il jette son dévolu sur Pamelap précisément. C'est pour conscientiser la population à se faire enrôler. Des informations capitales sont partagées sur le processus. Moussa Bangoura. Pamelap, une des localités de Farmoria, préfecture de Fourekaria. Ici, à la place publique, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat échange avec la population. La communication de Moussa Mouissila est axée sur le recensement biométrique. Ses avantages, l'acquisition de ce document administratif et son impact dans le développement socio-économique du pays. Se faire recenser aujourd'hui, ce n'est pas qu'un simple acte citoyen. C'est s'engager à construire notre pays et à contribuer à son développement. Se faire recenser aujourd'hui, c'est aussi permettre à ce que nous puissions demain être dans un registre national
et bénéficier de tous les avantages dus à un citoyen libre, un citoyen qui est respectueux des lois de son pays. Une campagne qui vient encourager davantage les citoyens à se faire recenser pour permettre à chaque Guinéen d'avoir un numéro d'identification personnelle. On mettra tous les moyens nécessaires vraiment pour accompagner notre frère, monsieur Moussa Moïse, le parrain de la préfecture de Forcarea. Pour exister légalement, enrôle-toi dès maintenant. Avec ce slogan, le ministre Moussa Moïse Silla a donné le ton. Devant le public, il s'est fait enrôler. Une manière de montrer à tous que ce recensement est une priorité nationale. Justement, aux côtés du gouvernement, la société civile joue sa partition pour un recensement bien accompli. La sensibilisation s'accentue, ça se passe dans la commune urbaine de Kissidougou. Les invités sont faits de part et d'autre. Marwan Kamara. À la préfecture de Kissidougou, les membres de la coalition nationale de la société civile sensibilisent la population sur l'enrôlement biométrique. En langue du terroir, les membres expliquent la nécessité du recensement aux citoyens de la commune urbaine de Kissidougou. Alors que nous avons fini cette étape, nous avons nos démembrements ici à Kissidougou qui vont poursuivre la même action et qui vont aller vers les communautés pour pouvoir les mobiliser davantage afin que tous les Guinéens aient un numéro d'identification. Cette action citoyenne de la CONASOG s'inscrit dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC. Il est aujourd'hui important que nous ayons des organisations comme la CONASOG qui s'engagent à nous accompagner, qui s'engagent à faire sortir nos citoyens, nos concitoyens en sensibilisant et en les mobilisant afin de sortir, se faire recenser. Donc nous sommes satisfaits. Ce recensement, c'est un devoir, c'est un droit. Je lance un appel. Tous ceux qui sont dans les petits villages, qui sont au champ, de venir se recenser. À travers le thème la communication, la sensibilisation et la mobilisation sociale, la coalition nationale de la société civile entend toucher le maximum de citoyens dans la ville de Kissi-Kaba Keita. Retour à Conakry, le patron des affaires religieuses s'invite à Dixine. Même message et pour le même objectif, la mobilisation accrue des citoyens pour l'enrôlement biométrique. Djibril Kamara. Ici à Dixine, les religieux sont au premier plan pour le recensement biométrique. En compagnie des sages et imams de la commune, le ministre secrétaire général des affaires religieuses était à la maison des jeunes du quartier Kamayenne pour la campagne de sensibilisation sur le PN-RAVEC. Nous sommes très satisfaits du ministre des affaires religieuses. Donc pour le moment, ça se passe très bien chez nous ici. La Guinée aujourd'hui a déjà clos l'enregistrement des Hajj. Cela veut dire que la Guinée a 10 000 quotas. Nous avions formulé une demande à l'autorité saoudienne depuis plus de 10 ans. À travers ce recensement, la Guinée pourrait, par la grâce de Dieu, bénéficier minimum 4 000 places, 5 000 places. Et je crois que cela doit animer tous les peuples croyants de Guinée à se faire recenser. Le ministre Karmo Diawara s'est d'abord fait enrôler. Il a ensuite mis l'occasion à profit pour sensibiliser les citoyens de cette commune. À l'image des autres membres du gouvernement, le ministre secrétaire général des affaires religieuses a saisi l'opportunité pour exhorter les uns et les autres à s'acquitter de ce devoir citoyen pour la réussite de cette opération d'enrôlement biométrique en cours dans le pays. Un peu plus loin, à Lola, la mobilisation populaire a récemment résonné dans la ville. Le motif est précis, soutenir la politique de refondation. C'est aux allures de célébration. Les efforts de progrès sont salués à travers la marche de l'unité. Mohamed Lamine Kamara. À l'image de plusieurs préfectures du pays, Lola ne veut surtout pas rester en marge de la mobilisation pour le soutien aux acquis de développement amorcés par le CNRD. À sa tête, le président Mamadi Doumbouya. Cette marche de l'unité et du rassemblement en est une illustration. Nous sommes là pour soutenir les actions du président de la République, pour que vraiment Lola, pour montrer au président de la République que nous le soutenons dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre, que nous le soutenons et que nous l'encourageons à continuer sur ce chemin. Le général Amadou Doumbouya fait des efforts pour que cette population trouve le bonheur. Nous pensons que nous sommes à ses côtés, nous sommes dans ses
dans son programme. Dans cette préfecture, plusieurs projets de développement local sont réalisés et certains sont en cours d'exécution, comme la relance de la radio rurale, la construction d'un centre de santé amélioré, des forages et le démarrage des travaux de construction du foyer des jeunes. En guise de reconnaissance à l'endroit du CNRD par cette mobilisation, les populations de Lola entendent resserrer les rangs derrière les acquis de la refondation. C'est l'avant-goût, monsieur le ministre du budget, c'est l'avant-goût parce que la région administrative de Zérekoré a le dernier mot pour encore traduire le sentiment d'adhésion. Mamadi Doumbouya, il n'a que 45 ans, il est très proche de vous, il connaît vos problèmes. Arrêtez-vous, c'est la voie du développement. C'est la voie que vous tracerez pour choisir vos représentants à l'Assemblée nationale. C'est désormais une synergie d'action qui est engagée par ses fils et filles de Lola à soutenir la vision de partage de la richesse nationale orientée vers le développement des collectivités du pays. Pendant ce temps, booster le système éducatif, les natifs de Tougué s'impliquent activement. Des kits scolaires et des enveloppes financières sont mises à disposition des collectivités. La remise est effective. Autorités et acteurs de l'éducation étaient de la partie. Sarafdine Diallo, Mamadou Paté-Baldé. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a opéré plusieurs réformes pour la qualification de l'éducation. Mais cependant, des efforts restent encore à fournir pour renverser cette donne que les natifs de cette préfecture réunis en coordination des organisations des ressortissants pour le développement durable de Tougué ont offert des kits scolaires et des enveloppes financières à leur communauté. C'est une fierté d'avoir des ressortissants qui pensent aux locaux, qui veulent le développement de leur localité. Parce que l'arme la plus forte pour le développement, c'est l'éducation. Depuis plusieurs années, la préfecture de Tougué est confrontée à une crise dans le secteur de l'éducation. Tougué a toujours des résultats catastrophiques au niveau des bacs, au niveau des examens nationaux. Nous, avons mobilisé des moyens pour venir aider un peu les parents d'élèves. À la lumière de tout ce qui précède, au nom de tous les points focaux de la préfecture de Tougué, nous tendons la main à la coordination et tous les acteurs impliqués pour le développement de la préfecture de Tougué. Un geste apprécié par les bénéficiaires qui prennent l'engagement de s'activer sur le terrain pour la qualification du système éducatif dans la localité. Chaque fois, ils ont eu à contribuer quelque chose. Parce que l'année dernière encore, ils ont soutenu les candidats, ils ont soutenu les professeurs qui ont encadré les classes d'examen. La cérémonie de remise des kits et des enveloppes financières aux collectivités a mobilisé élèves, parents, autorités scolaires, administratives ainsi que les leaders communautaires. Soutien des initiatives présidentielles. Une compatriote était face à la presse. Elle avance les raisons de l'éclosion du mouvement dans l'arène politique, mais pas seulement. 1500 femmes de Dixine sont formées aux techniques améliorées de la saponification et de la teinture. Moussa Komara. C'est en reconnaissance aux innombrables efforts de développement déclenchés par le général président Mamadi Doumbouya que ces femmes de Dixine prennent la parole devant la presse pour réaffirmer leur soutien inconditionnel. On voit les projets qui naissent partout, on a vu ces réalisations et nous les femmes, il a nommé combien de femmes à des postes de responsabilité. Donc on lui doit reconnaissance et l'accompagnement. C'est la raison pour laquelle on a très bien Guinée Yigi. Il est notre espoir. Depuis sa venue, on voit que les femmes sont en train de s'épanouir. Ce mouvement baptisé Général Mamadi Doumbouya Guinée Yigi espère mobiliser toutes les femmes de la commune de Dixine pour un recensement massif. En plus, il va former plus de 1500 femmes dans des activités génératrices de revenus pour appuyer le programme d'autonomisation du gouvernement. Une femme est autonome, elle devient
obligatoirement heureuse, épanouie, et puis son émancipation rentre en vigueur. Donc c'est le cas particulier de notre mouvement. C'est pas seulement de venir danser ou d'applaudir les tam-tam, non. Nous, on est trop focalisés sur la formation. J'ai un groupe de femmes aussi que je souhaite vraiment qui participent à cette formation. On est au nombre de 180. Cette conférence de presse donne le coup d'envoi des activités du mouvement prévues dans plusieurs communes et pour plusieurs mois. Initiative encourageante. À présent, séjour de 46 militaires à l'école des sous-officiers d'actifs de Manéa. Ils reçoivent enfin leur parchemin. C'est le couronnement de 18 mois de formation pour cette 5e promotion. On en sait davantage avec adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Les écoles militaires de Manéa, l'un des pôles majeurs de formation et de perfectionnement des forces armées guinéennes. Depuis le 8 octobre 2023, 46 militaires du rang venus de différentes unités à travers le pays suivent une formation intensive à l'école des sous-officiers d'actifs en soi. Après 18 mois de dur labeur, ils reçoivent aujourd'hui leur diplôme de fin de stage. Tout ceci a été fait pour vous préparer pour cette finalité à laquelle vous serez appelés dans les jours à venir. Avant de partir, je souhaiterais vous rappeler que dans cette école, l'excellence prônée n'est pas que dans cette école pour vous. Vous êtes à présent des fermes et des dignes défenseurs de cette excellence engagée ici. Car à partir de l'instant, nous sommes convaincus qu'aucun sacrifice et aucune tâche ne sera plus jamais difficile pour vous. Prêts à assumer le rôle de chef de groupe au sein de leurs unités respectives, ces stagiaires ont acquis les compétences nécessaires pour commander efficacement un groupe au combat. J'ai bénéficié des sous-stages qui m'ont vraiment aidé dans la formation. Je remercie l'encadrement et la direction du fait que j'ose m'arrêter devant le public pour commander. Cette formation nous a permis d'acquérir pas mal de connaissances qui se résument en quelque sorte dans la maîtrise parfaite de diriger un groupe de combat et ajouter à cela, restituer dans les différentes unités l'instruction reçue par là, y compris dans le commandement. Présent à cette cérémonie, l'inspecteur général des forces armées guinéennes, visiblement satisfait de la qualité de la formation, a salué les réformes en cours visant à améliorer la qualification du personnel militaire. Votre formation ne marque pas une fin, mais plutôt un commencement. Vous êtes désormais appelés à intégrer les rangs dans vos unités respectives avec la noble mission de servir avec loyauté, rigueur et exemplarité. Les sous-officiers est le pilier de l'exécution, le relais entre le commandement et la troupe. Je vous exhorte donc à ne jamais trahir la confiance placée en vous. Soyez des modèles de droiture, des agents de paix et de défenseurs inlassables de la nation. Cette 5e promotion du semi-direct de l'école des sous-officiers d'actifs porte désormais le nom du général de brigade Boubacar Diallo, chef de cabinet du ministère de la Défense nationale, ancien commandant des écoles militaires de Manéa. Cette autre formation, axée sur la prévention des violences basées sur le genre, elle regroupe 128 femmes gendarmes venues de Conakry et des autres régions de la Guinée. La session, en plus, met l'accent sur la promotion d'une paix durable. Maïmouna Bella Diallo. Avec l'appui de Long American Care International, les femmes du haut commandement de la gendarmerie nationale bénéficient d'une session de formation sur le renforcement de capacités et le leadership féminin. Vous, référentes récemment formées, avez désormais un rôle crucial à jouer. Vous devenez des points de référence, des relais de confiance et des agents de changement au sein de vos unités. À travers votre engagement, c'est toute notre institution qui affirme son dévouement à la prévention et à la protection contre les VBG. L'enjeu de ce renforcement d'aptitude est de sensibiliser ces agents sur les violences basées sur le genre. En tout, 128 femmes gendarmes venues de l'intérieur du pays et des différentes communes de la capitale ont bénéficié de cette remise à niveau. Nous sommes ici à un moment où les violences basées sur le genre augmentent dans notre pays. Chères participantes, à l'issue de cette formation,
Vous serez désignée référente dans vos unités. Je vous encourage à utiliser les connaissances acquises pour mieux aider les victimes. Soyez réactive, respectez la confidentialité et participez à des actions de sensibilisation dans vos communautés. Aujourd'hui, avec les initiatives de cette dimension, nous sommes rassurés que les questions des violences faites aux femmes deviennent une lutte nationale, un engagement des décideurs. En plus des notions liées à la prise en charge des filles et femmes victimes de violences, cette approche met la gente féminine au centre des activités de maintien de la paix. Le fait que ces ambassadrices ont reçu beaucoup de formations, tant sur la réception des victimes, tant sur la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre, je pense que c'est salutaire. Cet échange d'expériences permettra à ces femmes gendarmes de jouer pleinement leur rôle d'ambassadrices dans la société pour la diffusion des bonnes pratiques pour le maintien d'une paix durable. L'agriculture associée à l'énergie solaire, je vous le disais un peu plus haut, le modèle sénégalais inspire la Guinée à travers la directrice du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes. Elle a fait une immersion dans un camp témoin dans la région de Thiès. Cette découverte, éventuellement, pourra bénéficier aux femmes évoluant dans les zones reculées de la Guinée. Mohamed Kamara. Dans la région de Thiès, à quelques kilomètres de Dakar, la structure dénommée Ibris évolue dans l'énergie solaire associée à l'agriculture. Sur cet espace de 2 hectares, la culture maraîchère et autres arbres fruitiers poussent sur ce sol aride grâce à la technologie utilisée par la structure Ibris. Un forage associé aux panneaux solaires donne de l'eau de qualité suffisante pour arroser ce champ témoin ici à Thiès. Qui est un peu opposé au potentiel qu'il a. On dit que 70% des terres arables en fait sont en Afrique. Malheureusement en fait c'est sous-exploité parce que la pluviométrie n'est disponible une partie de l'année. Donc ça ne permet pas aux agriculteurs, surtout les femmes qui ont cette activité, de pouvoir travailler pendant toute l'année. Donc avec l'énergie solaire, ça permet d'avoir en fait d'exploiter l'énergie solaire qui est aujourd'hui un potentiel extraordinaire pour l'Afrique, mais sous-exploité, de pouvoir en fait l'utiliser pendant 12 mois sur 12 et d'avoir des rendements qui sont assez importants. Ibris, leader dans le domaine, accompagne les femmes sur toute la chaîne de valeur. Une solution pérenne est trouvée par Ibris pour garder les récoltes toute l'année. Le problème qui se pose, c'est le problème post-récolte. Donc après avoir récolté, on a des fois une abondance de produits sur le marché qui arrive au même moment et qu'on a du mal à savoir ce qu'on en fait. Pendant cette période-là, les prix baissent et on sait que dès qu'on rentre dans la saison des pluies, pour la plupart des produits, on ne les retrouve plus sur le marché. Et la chambre de stockage aujourd'hui que nous avons, c'est des chambres extensibles de 20 à 100 à 200 tonnes, même jusqu'à 100 000 tonnes qu'on peut fournir. Les responsables du ministère en charge de promouvoir les femmes à travers le fonds d'appui aux activités économiques des femmes visitent ce centre école pour s'en inspirer. Ce qui est important dans cette visite, ce sont les installations que nous avons vues. Parce que désormais, l'accompagnement des femmes en milieu rural, les différents groupements féminins qui sont confrontés à la perte des produits après récolte, nous pourrons trouver des solutions concrètes désormais pour les femmes. L'environnement, c'est une mini-chambre froide. Donc, pour la conservation et en même temps la congélation des produits agricoles. L'initiative de cette démarche de la directrice générale du FAEF dans le Sénégal profond, à partir de cet exemple sénégalais, vise à accompagner l'agriculture des femmes de l'arrière-pays dans les prochains jours. Cap sur la capitale ivoirienne. Abidjan en parle maintenant. Coopération halieutique. Tenue de la 11e session ordinaire du Conseil des ministres, les États africains riverains de l'océan Atlantique se retrouvent. La Guinée est présente. Des décisions majeures sont restituées. Pour la première fois, la présidence de la COMAFAT revient à la Guinée. Kadiatou Souleymane Keita pour plus de compréhension.
Au cours de ce point de presse, la ministre de la Pêche et de l'économie maritime, entourée de ses proches collaborateurs, est revenue sur les engagements forts pris par les 22 pays membres de la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, COMAFAT, pour renforcer la gouvernance des ressources maritimes de la façade atlantique africaine. Nous avons renouvelé l'engagement à lutter contre toutes les formes de pêche illégale, non déclarée et non réglementée, renforcer les mécanismes de coordination et d'échange d'informations entre les autorités concernées des États membres et leurs partenaires économiques, intégrer le principe de l'utilisation durable des ressources marines vivant dans les politiques et les stratégies nationales de la gouvernance de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à le défendre au niveau des organisations de gestion des pêches. Lors de la 11e session ordinaire de la conférence des ministres de la COMAFAT, Mme Fatima Camara a été portée à la présidence de l'organisation régionale, une première dans l'histoire du pays, avec à la clé des avantages. Le rayonnement de la Guinée et du président de la République à l'international, le renforcement de notre coopération avec le Japon, le renforcement de notre coopération avec le Royaume du Maroc, le renforcement de la coopération avec les autres pays membres de la COMAFAT, le renforcement de notre coopération avec les partenaires techniques et financiers traditionnels de la pêche et de l'aquaculture. La Guinée semble décidée à faire entendre sa voix et à jouer un rôle moteur dans la construction d'une économie bleue, équitable et durable. Avant de se quitter, assainissement des locaux de la RTG Coloma, une initiative de l'entreprise Mobaclean. L'opération consiste à rendre davantage propre cette institution, considérée comme la vitrine du pays. Guéné Yansani. Pour leur première activité, l'entreprise Mobaclean choisit la RTG, radio-télévision guinéenne, pour la rendre attrayante. Avec des équipements modernes, le travail se fait bien. Ce coup de balai réussi est le début d'un partenariat qui se veut prometteur. On est en phase pilote, c'est une phase d'installation de nos services et on essaie de projeter un peu ce qu'on fait à la population. Et la RTG, c'est un département qui est connu nationalement, bien avec une réputation très très bien. C'est ce qui nous a poussé un peu à venir ici et pouvoir bien démontrer ce qu'on fait à la population guinéenne. Les produits qu'on utilise, c'est des produits écologiques, d'accord, pour la bonne santé de l'environnement, aussi le confort des clients. Mobaclean est une filiale du groupe Mobasarl qui a été créée depuis 2019. Pour cette opération d'assainissement, tous les coins et les recoins ont été touchés pour rendre reluisante cette maison commune qui constitue la vitrine du pays. Notre but aujourd'hui, c'est de vraiment contribuer à la refondation qui est présente aujourd'hui, qui est assez rapide. Donc on s'y donne vraiment pour accompagner tout ce qui est bien pour notre chère patrie. La RTG Coloma et l'entreprise Mobaclean entend poursuivre dans les jours et les mois à venir ce partenariat qui consiste à échanger les prestations. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.